Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Ah mais on va commencer, ça y est. Ah oui, Guillaume et Max. Et on vous souhaite la bienvenue pour ce 22e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Tourner vers l'avenir. C'était ça ou l'antépénultième, donc on va s'en tenir à ça. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter où nous sommes toujours heureux de recevoir vos messages, vos beuglantes, vos commentaires, vos remarques et vos suggestions. Et par email, le chiffre de couple @gmail.com. Vous connaissez la musique. un mot un seul pour terminer. Partagez, on vous le dit, on vous le répète. Mais ça nous fait grand plaisir que vous puissiez partager sur vos réseaux sociaux à vos proches ou à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Alors, on commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, Guillaume, tu nous parles d'Union européenne et d'Ukraine. Et oui, aujourd'hui, on fait 2 rubriques Actu Full Europe. Et moi, je vais commencer avec la presque accession de l'Ukraine au statut de candidat à l'Union européenne. Après presque 3 mois de drama à répétition, la visite en début de semaine d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et Klaus Iohannis, respectivement président français, chancelier allemand, Premier ministre italien et Premier ministre roumain, ou président roumain, pardon, à Kiev, et leur rencontre avec Volodymyr Zelensky aura permis de débloquer une situation dont nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec Max sur la teneur, mais pour moi, il devenait difficile pour l'Union européenne de se dépêtrer sans y laisser des plumes. Pourquoi ? Parce qu'on constate quand même un certain nombre d'atermoiements au sein des membres de l'Union européenne pour trouver la bonne direction sur quelle proposition faire à Kiev et dans quelles circonstances concernant son adhésion. On avait des membres, notamment les pays de l'Est, qui étaient très en faveur d'une adhésion rapide, de la même façon que la Finlande et la Suède, par exemple, cherchaient une adhésion rapide à l'OTAN. Aujourd'hui, on se rend compte que même pour cette adhésion, finalement, elle ne sera peut-être pas aussi rapide que prévu et elle ne sera pas entérinée comme c'était prévu. Leur candidature ne sera pas entérinée comme c'était prévu au sommet de Madrid, qui va avoir lieu dans quelques jours, si je ne me trompe pas, ou qui a déjà eu lieu le 29 juin. Qui a lieu le 29 juin, voilà. Pour l'Ukraine, c'est un peu la même chose. Depuis le début, la présidence française est relativement, on va dire, conservatrice dans le sens où Emmanuel Macron et notamment son ministre Clément Beaune ont plusieurs fois répété que l'adhésion prendrait du temps, que ce ne serait pas un processus qu'on bâclerait sous prétexte que c'est l'Ukraine et qu'elle est dans une situation où elle est aujourd'hui. Cependant, Ursula von der Leyen, suite justement à cette visite des 4 chefs d'État à Kiev, a rappelé que tout serait fait pour donner à Kiev un maximum de clés pour son adhésion le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, la semaine prochaine, il faudra que tous les membres de l'Union européenne acceptent à l'unanimité le statut de candidat officiel et à l'adhésion, en fait. Donc, l'Ukraine va devenir candidate à l'Union européenne. Voilà. Va devenir candidate pour adhérer à l'Union européenne. C'est toute la nuance. Alors, si on refait le film, effectivement, pour devenir membre de l'Union européenne, un pays doit d'abord en exprimer la volonté politique. C'était ce que Volodymyr Zelensky avait fait par une lettre qu'il avait remise à l'Union européenne. Ça s'appelle le dépôt de candidature. Et puis ensuite, il y a toute une phase, en fait, dans laquelle un certain nombre de pays sont en attente. Et là, la Commission avait été mandatée par le Conseil européen de faire une analyse. Et en fait, elle a rendu von der Leyen l'analyse de la Commission en disant que l'Ukraine pouvait obtenir le statut de candidat, mais ça reste une décision des États. Et donc, c'est à la fin du mois que tout ça se décidera. Tout à fait. Il faut savoir qu'en général, pour préparer le futur pays qui entre à son adhésion, la candidature est précédée de ce qu'on appelle un accord d'association avec l'Union européenne qui met en place une zone de libre-échange. Max me regarde, mais oui, tu vois, j'ai quand même un peu préparé cette partie, on dirait pas, même si j'espère que c'est pas trop confus pour vous. Si la signature d'un tel accord n'est pas une garantie d'adhésion, c'est un moyen pour l'État membre de commencer à intégrer dans son droit ce qu'on appelle en droit l'acquis communautaire, c'est-à-dire les règles déjà existantes de l'Union
qu'il devra à terme entièrement adopter via son Parlement ou via la façon dont il adopte des lois. Le pays adopte des lois selon sa constitution. Donc l'Ukraine a signé avec l'Union européenne en 2016 ce fameux accord d'association. Et là, elle cherche maintenant à obtenir le statut de pays candidat, ce qui sera décidé la semaine prochaine si, à l'unanimité, des États membres. Ensuite, il y a la stratégie de pré-adhésion où le pays commence à participer petit à petit à des programmes européens existants, à recevoir davantage de fonds pour participer à ces programmes et pour s'intégrer progressivement. On a ensuite l'ouverture des négociations d'adhésion. Il faut savoir qu'un État qui souhaite intégrer l'Union européenne doit satisfaire 4 conditions d'adhésion fixées par le Conseil européen de Copenhague en 1993. Le critère politique, enfin 3 d'entre eux, pardon, le critère politique, institution stable garantissant la démocratie, état de droit, respect des minorités, critère économique, économie de marché viable, capable de faire face aux forces de marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur même de l'Union, acquis communautaire, aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion et notamment à souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. En 2006, on se rend compte aujourd'hui que c'était peut-être un peu tard, un 4e critère a été précisé, c'est celui de la capacité d'intégration, c'est-à-dire la capacité de l'Union à assimiler de nouveaux États membres et à approfondir l'intégration. On se rappelle que le très gros élargissement de 2005, notamment aux pays de l'Est, 2004, pardon, aux pays de l'Est, voilà, a plutôt bien fonctionné, mais aujourd'hui on se rend compte que peut-être certains sujets, notamment la question de l'état de droit, n'avaient pas été suffisamment creusés dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. On vous en a suffisamment parlé ici. Donc voilà, ça c'est ce que va devoir franchir, les différentes étapes que va devoir franchir l'Ukraine. Et puis c'est l'ouverture des différents chapitres de négociations. En fait, en fonction de l'avancée du pays, on sait que certains pays officiellement candidats qui ont le statut de candidat pour être État membre de l'Union européenne, par exemple la Turquie, ont ouvert un certain nombre de chapitres, mais ils ne sont pas clos. Et en fait, tant que les chapitres ne sont pas clos et que l'ensemble des chapitres ne sont pas clos, l'adhésion ne peut pas avoir lieu. C'est ça. À ce stade, on a 5 pays qui sont officiellement candidats, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et, comme tu le dis Max, la Turquie. Et 2 pays, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, qui sont encore des candidats potentiels. On a des candidatures qui sont soutenues, celle de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, soutenues depuis 2020. Et puis, on va avoir 3 candidatures qui seront probablement soutenues à nouveau, enfin, soutenues elles aussi, celle de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, un peu plus tard dans l'année ou dans le courant de l'année prochaine pour les 2 derniers pays, puisque voilà, pour l'instant, ils sont focalisés sur l'Ukraine. Le Conseil européen avait donné mandat à la Commission européenne d'évaluer en gros le devenir de ces 3 pays qui étaient intéressés, donc l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. L'Ukraine et la Moldavie, on comprend bien que dans la situation actuelle, il y avait aussi un grand signal politique. Ce qu'a dit Ursula von der Leyen vendredi, c'est effectivement que du point de vue de la Commission européenne, les critères sont remplis pour que l'Ukraine on lui donne officiellement le statut de pays candidat. Pour la Moldavie, qu'il y a effectivement une perspective, mais peut-être qu'on n'y est pas encore complètement. Et pour la Géorgie, voilà, il y a une perspective, mais ça va prendre un peu plus de temps. Ça. Il faut savoir que, notamment dans le cas de l'Ukraine, les négociations vont beaucoup tourner autour du niveau de vie, puisque, comme le faisait remarquer notre Tchédékalandov favori, aka Jean-Luc Mélenchon, avec raison d'ailleurs, le salaire minimum en Ukraine c'est 138 €, le SMIC en Moldavie c'est à 50 €, et qu'il va falloir rehausser un peu ces niveaux pour pouvoir éviter qu'il se passe, qu'on ait un dumping social encore plus important que celui qui était craint après l'arrivée des pays d'Europe de l'Est. Et puis le deuxième chapitre, c'est l'agriculture, puisque avec l'adhésion de l'Ukraine, l'Union européenne deviendrait le premier producteur agricole au monde. Et on peut imaginer que la PAC, la politique agricole commune, sera donc un gros chapitre, une grande négociation importante. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, Ursula von der Leyen a aussi recommandé le statut de pays candidat, mais elle a mentionné le fait qu'effectivement, il y avait encore des réformes à faire. Oui, j'ai préparé ma partie. Max essaye de faire style, je n'ai pas préparé. C'est pas parce que c'était un peu moins écrit que d'habitude. Bon. Pas aussi clair. Pas aussi clair. Bon, ça va, j'ai compris. Enfin bref, vous avez donc maintenant compris que
L'Ukraine sera en principe officiellement candidate à l'Union européenne. Le statut de pays candidat. Aura le statut de pays candidat la semaine prochaine. La Moldavie aussi. Sous réserve que le Conseil européen le valide. Et la Géorgie, il faudra attendre un petit peu. La Géorgie, il faudra attendre un peu, effectivement. C'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que, on vous l'avait expliqué dans un précédent podcast au mois de mars, l'Ukraine, au cours de ces 20 dernières années, a connu pas mal de changements et de révolutions, notamment des révolutions pro-européennes. Et il y a dans ce pays une volonté de se détacher de l'influence de la Russie et d'arriver vers l'Union européenne. On sait où est-ce que ça nous a mené aujourd'hui. La Russie se sent agressée, alors qu'en fait, il n'est pas question d'agresser la Russie ni directement, ni même indirectement. Elle sent que ses sphères d'influence se réduisent. Et on a vu la grande réussite de Vladimir Poutine avec l'invasion de l'Ukraine, qui a été de propulser la Suède et la Finlande au statut de pays candidat à l'OTAN, et celui de l'Ukraine et de la Moldavie à celui de pays candidat à l'Union européenne. Deuxième chapitre, toujours sur l'Union européenne. Max, tu vas nous parler de l'union politique. Mais qu'est-ce que c'est ? Et oui, et alors en fait, c'est bien sûr un petit peu lié à ce que tu mentionnais, puisque tu as mentionné qu'il y avait un certain nombre de pays qui... tu as mentionné deux choses. Tu as mentionné d'une part qu'il y avait un peu cette controverse sur la durée que ça allait prendre pour finalement l'Ukraine, pour qu'elle devienne un pays membre de l'Union européenne. Et deuxièmement, tu as aussi mentionné le fait qu'il y a un certain nombre de pays qui ont déjà le statut de candidat et pour autant qui ne sont pas encore rentrés dans l'Union européenne et donc qui sont un petit peu dans cette instance avec, on le sait pour certains, des choses plus difficiles. Si on pense à la Turquie ou à la Serbie, on voit bien que ça avance quand même pas beaucoup. Donc l'annonce du statut de pays candidat pour l'Ukraine, si elle est confirmée par le Conseil européen, sera un signal politique très important, mais il est clair, tu l'as dit, il y a un processus très important de mise en cohérence des législations nationales et des réformes nécessaires pour avoir adopté l'acquis communautaire. Et donc, il n'y aura pas de fast-track, il n'y aura pas de raccourci pour arriver au fait d'être membre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de divergence entre les lois en vigueur dans l'Union européenne et dans un pays qui rejoindrait l'Union européenne. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accession avant plusieurs années, potentiellement dizaines d'années. Et Clément Beaune parlait de 10 à 15 ans quant aux espoirs d'adhésion formelle de l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron a présenté une proposition d'union politique européenne qui a été pour la première fois évoquée devant le Parlement européen le 9 mai dernier à l'occasion de la Journée de l'Europe. L'objectif, c'était d'offrir notamment aux pays candidats comme l'Ukraine un cadre de coopération politique à court terme. Et la présidence française a diffusé cette semaine un non-papier qui décrit un peu mieux ou un peu plus en détail cette union politique qui aurait la particularité d'être ouverte à des États non membres de l'Union européenne, comme l'Ukraine, des pays candidats, mais aussi à des anciens membres de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, par exemple. Mais un non-papier, c'est un peu comme un non-anniversaire, comment ça se passe ? C'est un papier qui énonce un certain nombre de propositions qui ne sont pas une proposition formelle, parce que la France, on le rappelle, a la présidence du Conseil de l'Union européenne. Coucou Marine. Ça pourrait être considéré comme une proposition formelle, mais non, un non-papier, ça vise à poser des idées, à à en discuter avec les autres États membres. Un brouillon, quoi. Non, on jette des idées pour un peu voir comment ça réagit. Et justement, elle a été, cette proposition, discutée par les ambassadeurs. Mais alors revenons un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cette union politique et à quoi elle sert. Alors comme le dit Les Échos dans un article qu'on vous diffusera sur nos réseaux, l'idée qui fait un petit peu écho à celle de confédération européenne que François Mitterrand avait portée dans les années 90, propose d'instituer un espace politique européen plus large que celui de l'Union européenne. Ça pourrait constituer une solution pratique pour arrimer à l'Union des pays qui ne remplissent pas encore tous les critères pour y entrer formellement, selon les mots d'un professeur de sciences politiques, Thierry Chopin, qui indique que ce nouveau format permettrait une adhésion rapide à la dimension symbolique et politique, tout en gardant une logique progressive de moyen long terme pour l'intégration
économique, ce qui est effectivement, on ne veut pas casser non plus le marché commun et finalement se retrouver avec du dumping économique à l'intérieur de l'Union ou avec une Union qui finalement ne marche plus à cause de ça. Donc sur le principe, la proposition est intéressante car elle permettrait à ceux qui prônent une intégration rapide des candidats des Balkans ou de l'Ukraine, et tu l'as mentionné, un certain nombre de pays portent cette position, ces pays-là savent en même temps que ça doit prendre un petit peu de temps quand même de faire toutes ces réformes. Et la capacité d'associer des pays qui ne rejoigniraient pas l'Union européenne l'est aussi. Le Royaume-Uni, je l'ai mentionné, mais peut-être également ces pays où, pour l'instant, les négociations patinent. On a mentionné la Turquie ou la Serbie. Et là où la France voit sans doute cette proposition comme une alternative possible à une adhésion, d'autres pays pourraient n'accepter cette proposition que si elle est présentée comme une antichambre et non comme une alternative. Et c'est bien ce qui ressort d'ailleurs de la discussion dont je parlais entre ambassadeurs qui a eu lieu cette semaine. Alors l'enjeu reste de définir plus précisément ce qui pourra figurer dans cette nouvelle union politique européenne pour la rendre attractive également pour les tiers à qui elle s'adresse. On avait par exemple noté que Zelensky avait plutôt accueilli froidement cette proposition d'Emmanuel Macron le 9 mai dernier, voulant éviter certainement que ceci ne soit finalement une alternative à une adhésion. Je vous demande l'adhésion, vous avez le droit à l'union politique. Après le message fort en faveur du statut de candidat, de pays candidat lors de la visite de Macron, Scholz, Draghi et Ioannis à Kiev, et l'annonce de l'évaluation de la Commission européenne, Zelensky sera-t-il plus enthousiaste ? Quid de Boris Johnson ? Tout dépendra finalement certainement de la substance. Et clairement, là, le non-papier français, il ne rentre pas dans énormément de détails, mais les idées évoquées jusqu'ici laissent penser que des coopérations dans le domaine de la sécurité, de l'énergie, des transports, des infrastructures ou même de la circulation des personnes pourraient exister sous cette union politique, avec potentiellement un statut d'observateur à certaines réunions du Conseil de l'Union européenne. Finalement, c'est peut-être pas si mal. Donc, selon qu'on veuille voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, on verra se matérialiser une Europe à deux vitesses, que certains appellent de leur vœu, ou une opportunité d'intégration progressive du continent européen. Affaire à suivre. Merci Max. Voilà, on a beaucoup insisté sur l'Union européenne aujourd'hui. C'était deux sujets qui sont liés et qui nous tenaient à cœur. Voilà, on va tranquillement pouvoir passer à notre point Belgitude qui lui-même nous enverra vers notre point vie de couple qui lui-même, non je plaisante, mais oui, il y aura un petit lien entre Belgitude et la vie de couple. Aujourd'hui dans Tranche de couple, retour sur la gastronomie belge et en plus particulièrement les restaurants étoilés. Et oui, en Belgique, il y a pas moins de 133 restaurants étoilés, 14 en région de Bruxelles-Capitale, 84 en région flamande et 35 en région wallonne. Alors, sur ces restaurants étoilés, il y en a 3 seulement qui ont 3 étoiles, qui sont tous situés en région flamande. C'est Hof van Cleef de Peter Gossems, Zilt de Vicky Geuns et Burry de Tom Bourry, comme son nom l'indique. Il y a un certain nombre de restaurants 2 étoiles, il y en a 24 en Belgique, et puis il y a 114 établissements qui ont une étoile. Ça prouve un grand dynamisme de la gastronomie aussi en Belgique, et c'est un dynamisme qu'on ressent aussi, notamment dans Top Chef, que nous avons suivi assidûment au cours des dernières semaines. Il faut savoir que Top Chef est diffusé et co-diffusé conjointement sur M6 le mercredi soir et sur RTL TVI le lundi soir, sauf la semaine dernière où il a été diffusé aussi le mercredi soir, puisque c'était la finale. Et en finale, qui d'autre que le chef Arnaud Delven, le chef belge, qui s'est incliné face à Louise et à sa grande créativité. Voilà, c'était un peu une bataille d'un peu classique contre une chef qui clairement avait tout misé sur sa créativité, et ça a très bien fonctionné. On a passé en tout cas nous une très bonne soirée. Il faut savoir que ça fait depuis le début de Top Chef qu'il y a des chefs belges, mais que c'est la première fois qu'un chef belge se hisse jusqu'à la finale. Il y en a eu 22 depuis le début. On pourrait tirer un petit bilan de ces chefs. On a eu en 2022 donc un finaliste. On a eu aussi 2 autres chefs, Logan Despuy et puis Elliot Van de Velde, qui ont tous les 2 été éliminés plus rapidement. Et puis dans les saisons précédentes, on avait Mallory Gapsy, qui lors de la saison 11 en 2020 avait été éliminé en demi-finale, Paul Delrez lors des premiers épisodes en 2019.
Julien Vautier lors des demi-finales, encore une fois en saison 8. Et puis Jean-Philippe Poitain, ce qu'on trouve beaucoup à la télé aujourd'hui dans un certain nombre d'émissions, lors de la saison 4, qui avait lui aussi été éliminé en demi-finale. Donc 5 Belges sont parvenus à atteindre le top 5 du concours, mais c'est évidemment Arnaud Delven qui, lui, termine le premier. C'est un chef pour lequel on a eu pas mal d'admiration, en tout cas d'affinité, j'ai envie de dire, en le regardant aussi, parce qu'il met en avant des sujets importants. Il a mis en avant dans une des épreuves un sujet dont on vous a déjà parlé et qui est important pour nous dans ce podcast, qui nous aide à faire la transition sur notre rubrique Vie de couple. On va revenir sur Top Chef aussi, c'est le don du sang. Et on passe donc à la rubrique Vie de couple et on continue sur Top Chef parce que effectivement, voilà, c'est à la fois un programme qui est sympathique à regarder, nous qui aimons bien la cuisine, qui est diverse et qui montre aussi la diversité culinaire, y compris, du coup, Guillaume le disait, la diversité culinaire belge, qui a été mis en avant à la fois la cuisine, on va dire, belge et les cuisines du Nord. J'y ai même découvert, et je vais sans doute me faire taper sur les doigts par les Belges, peut-être par les gens du Nord, la poire non, au thon. Les pêches au thon, il a découvert les pêches au thon. Voilà. Alors je suis désolé, je m'excuse par avance à tous nos auditeurs belges de ne pas encore avoir fait découvrir les pêches au thon à Max. Je vous promets, on va corriger ça très rapidement, surtout que c'est l'été, c'est un plat qui correspond parfaitement. Tiens, le week-end prochain, on va faire des pêches au thon. Oui, et puis alors peut-être qu'on peut faire la pêche au thon revisitée, c'est-à-dire qu'avec du thon frais plutôt qu'avec du thon en boîte. Non, parce que ça avait quand même l'air, tu vois, le décalage entre les deux, quand même assez. Entre la pêche et le thon, c'est le principe. Non, entre le thon en boîte et le thon frais. Voilà. En tout cas. Oui, mais bon, alors, on rappelle qu'en demi-finale, les chefs pouvaient exiger des deux autres chefs leur proposer leur propre concours, finalement, basé sur quelque chose qu'ils auraient choisi. Et Arnaud a choisi la pêche au thon. Et il a utilisé, lui, effectivement, du thon frais et du thon en boîte. Les deux étaient obligatoires en principe. Moi, j'ai pas trop vu le thon en boîte, quoi. Je crois qu'il a utilisé l'eau du thon en boîte dans sa mayonnaise et c'est ça qui a permis le petit twist. Donc ce qui nous plaît avec Top Chef, c'est que bien sûr c'est des personnalités et la créativité est beaucoup mise en avant. On découvre aussi des grands chefs qui viennent présenter des choses un petit peu extraordinaires. Il y a eu notamment cette année un truc un peu étonnant, un chef qui faisait la nourriture qui volait, donc en ballon, assez étonnant. Bien sûr, Pierre Gagnère qui est l'incontournable de Top Chef et c'est toujours très extraordinaire la manière dont il est et nous présente sa cuisine. Mais Top Chef, c'est aussi un programme qui est engagé, qui montre que il faut limiter ce qu'on jette. Il y a beaucoup d'épreuves où on nous demande on demande aux candidats de tout cuisiner. Il essaie de limiter aussi ce qui est jeté, ce qui n'est pas cuisiné. Et ça, c'est très chouette. Il faut savoir que Top Chef, c'est un partenariat aussi avec la Croix-Rouge pour récupérer l'ensemble de la nourriture qui n'est pas cuisinée. Donc, rassurez-vous là-dessus. Et puis, tu le disais, il y a aussi des épreuves où on demande finalement aux candidats de montrer un petit peu quelles causes leur sont chères. Et c'est vrai que Arnaud, le candidat belge, a mis en avant finalement la nécessité de pouvoir donner son sang, l'importance de donner son sang, et aussi mis en avant le fait qu'en Belgique, comme ça l'était en France, il y a des restrictions quand on est un candidat homosexuel, enfin quand on est une personne homosexuelle ou un couple homosexuel, on ne peut pas donner son sang. C'est aussi une autre dimension qui était très fort pour Arnaud, c'est que d'emblée, dès le premier épisode, il a affiché qu'il était gay et clairement que ça avait été aussi un combat pour lui en tant que chef cuisinier parce qu'au début, il s'est pris beaucoup de remarques et que c'était pas évident pour lui. Des insultes. Voilà. Ça montre qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, y compris dans ce domaine. Mais je veux dire, pour lui, comme pour... C'était un beau symbole, en fait, d'avoir Louise et Arnaud au final, parce qu'on avait une femme très féministe et très combattante aussi en faveur du féminisme, et puis Arnaud à côté, qui ont tous les deux montré, chacun à leur façon, quels étaient leurs combats au quotidien et qu'est-ce qu'ils entendaient faire, porter un peu comme étendard via leur cuisine, finalement.
Voilà. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que finalement, à la fois Arnaud et Louise, c'est sans doute des candidats qui sont un peu moins de la cuisine classique et technique. Et donc, finalement, c'est plus la créativité qui l'a emporté cette saison. Et il y avait des candidats très techniques, hein. Par exemple Pascal qui a gagné le tournoi de meilleur apprenti de France, et c'est ça qui lui a permis d'être d'Objectif Top Chef, qui lui a permis de rentrer dans le concours et qui est allé jusqu'en quart de finale. Il était extrêmement technique. Voilà, et c'est vrai que on a bien senti quand même que la créativité et vraiment faire une cuisine personnalisée, c'était ça qui plaisait aussi au chef. Et alors c'est marrant parce qu'on voyait quand même certains marqueurs qui étaient assez... par exemple, Louise faisait beaucoup de terre-mer, elle adorait mettre de l'anguille fumée. Mais ça, c'est le côté cuisine du Portugal aussi. Elle est chef à Lisbonne. Voilà. Faut le dire. Mais on sent, c'est aussi des chefs. On a senti une évolution au cours des différentes saisons avec des chefs qui de plus en plus promeuvent, et en tout cas en de plus en plus grand nombre, des circuits courts, de la cuisine locale. Il y a un certain nombre d'anciens chefs aussi de Top Chef qui aujourd'hui ne cuisinent qu'avec des produits de cuisine locale. Exactement. Et ça c'est bien aussi de mettre en avant ces candidats. Il y avait un candidat qui était aussi... j'ai oublié son prénom, qui est chef de son propre restaurant et qui cuisine aussi, pareil, l'ensemble, vraiment zéro déchet. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est chouette de voir ces chefs-là. Et puis, tu l'as dit, voilà, Louise, c'est la troisième chef à gagner le concours de Top Chef. Donc, c'était aussi un très beau symbole. Ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu une vainqueur de Top Chef. Qu'elle gagne. Voilà. Et donc, nous, on regarde ça en décalage, comme tu disais, Guillaume, ce qui n'est pas toujours simple pour éviter les spoilers. Voilà. Mais aïe. on avait pris un petit peu de retard, on a pu rattraper ça. Donc voilà. Mais en tout cas, toujours une belle activité qu'on aime partager et qu'on aime faire ensemble. Parfois, on rate un peu le coche parce que le lundi, je sais pas pourquoi, le lundi soir, c'est pas toujours idéal. Ouais, c'est pas toujours simple. Bon, alors le grand sujet quand même de notre rubrique Vie de couple, Guillaume, c'est 12 ans. 12 ans. Alors 12 ans, c'est quoi 12 ans ? En fait, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a fêté ça... Vous vous rendez compte, on est presque aussi vieux que Top Chef. Le 18 juin. Et donc, on voulait un petit peu regarder en arrière et regarder en avant. Un petit peu comme le titre de cet épisode. Tourner vers l'avenir, finalement. Exactement. Alors, tiens, Guillaume, si je te dis, est-ce que tu pourrais partager quelle a été ta première impression de moi il y a 12 ans, avant qu'on se mette ensemble? Tu veux vraiment aller sur ce terrain-là ? Bah oui, pourquoi pas. Mon Dieu. Non, mais Max, c'était un peu le BCBG bien bon chic, bon genre dans l'amphi, quoi, à Sciences Po. Sympa, look BCBG. Voilà, on s'est croisés pas mal, hein, à une époque, sans vraiment se rencontrer plus que se croiser. Tu m'as filé quelques cours de droit international, je suis éternellement reconnaissant pour ça. Mais voilà, c'était un peu la première impression, surtout que à l'époque, déjà, je m'imaginais probablement pas à deux, et ensuite, certainement pas avec toi, puisque je n'imaginais même pas que tu puisses aussi manger à la cantine, comme on dit chez nous. Ah ouais. Mais bon, mon petit côté blond et yeux bleus... Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, non, pas avant. Non ? Ah non. Je pourrais créer une grande histoire romantique, mais je trouverais que ce serait insulter et insulter le passé. Tu étais déjà mignon à l'époque, et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que du coup, moi, je tenais un peu mes distances aussi. J'ai vu ça. Non, mais par contre, je veux bien que tu répondes à la même question, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ait des questions difficiles. Ah bah oui, mais c'est ça, d'avoir préparé le truc, et donc voilà. Ma première impression de toi, écoute, tu faisais un peu geek, réservé. Finalement, lui était beaucoup plus open. Il était au bureau des sports, je ne l'ai pas dit. Exactement. Toi, tu étais au bureau des élèves, ce qui en principe... Mais vous imaginez Max au bureau des sports ?
Bah oui. J'ai même été secrétaire général du bureau des sports. My God. Dans mon côté organisation et voilà. Eh bien, toi, tu étais au bureau des élèves. Alors, vous voyez, vous imaginez Guillaume avec son côté exubérant. Et finalement, c'était un petit peu... Je sais même pas comment je m'étais retrouvé là. Et c'était manger des pommes, votre slogan. Vous étiez une bonne petite équipe, mais c'est vrai que toi, tu détonnais un petit peu dans l'équipe parce que tu étais beaucoup moins exubérant que les autres. Tu t'occupais du pôle culture, alors du coup, voilà. Bon, c'est pas ça qui m'a nécessairement emmené vers toi, mais voilà, enfin. Moi, je te trouvais plutôt mignon, avec tes petites lunettes. Voilà, tu avais un petit côté sympatoche. Un petit peu mystérieux, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai toujours cultivé mon côté mystérieux. Je m'arrêterai là. C'était une de mes forces aussi. Bon, alors, 12 ans après, qui aurait imaginé qu'on habite à Bruxelles ? Parce qu'il faut quand même le dire, Bruxelles au départ, Guillaume, il m'avait dit ah non, ça, jamais. Enfin bon, il avait déjà pas envisagé vraiment qu'on aille habiter à Paris. Non, mais du coup, avec Max, ça a été un peu quand même j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Ah non, bah, écoute, c'est ça aussi la vie de couple, mais on a quand même fait les choix ensemble. Et donc, après avoir passé quelques années à Paris, finalement, l'idée de nous délocaliser à Bruxelles, bah voilà, ça n'a pas été finalement une si mauvaise idée. Et au final, on est plutôt content. Ça fait quand même 7 ans qu'on y est. Et donc, finalement, on a passé plus de temps à Bruxelles qu'à Paris. C'est vrai, maintenant, oui. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et puis, 12 ans plus tard, on a des jobs plutôt intéressants. On s'est mariés il y a 5 ans. On est devenu propriétaire de la maison dans laquelle on habite. Et d'ailleurs, c'était un des premiers sujets, vous vous en rappelez, qu'on a traité dans notre podcast. C'était notre recherche d'une maison. Vous avez l'objet d'une rubrique entière à l'époque. Exactement. On vous a saoulé avec ça. Hein. Ah là là. Faut dire qu'on désespère un petit peu quand même. Hein. Ouais, il y a plein de choses qui apprennent la patience dans la vie, ça en fait partie. Et finalement, progressivement, on a construit un petit peu tous les éléments de la famille parfaite sur la carte postale. Il nous manque plus qu'un animal de compagnie et ou des enfants, quoi. Wait, tu peux répéter ce que tu viens de dire là ? Un animal de compagnie et ou des enfants. je vous laisse méditer ça. Je ne rajouterai rien. Je vous laisse méditer cette information et l'association animale de compagnie et enfants. Jésus-Marie-Joseph, si la DAS nous écoute. Non, mais c'est comme je l'ai dit, c'est la parfaite petite carte postale. Et finalement, peut-être cette carte postale que... Bien sûr, la photo en grand format au-dessus de la cheminée. Oh, c'est con, on n'a pas la cheminée. Oui, parce que finalement, en fait, c'est la carte postale que, en tant que jeune homo mal dans ma peau, j'aurais jamais rêvé d'en arriver là, en fait. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que je suis arrivé à un moment dans ma vie, dans notre vie. 3 enfants en Labrador, un SUV. Extraordinaire. Voilà, alors, voilà. Et d'ailleurs, vous vous souvenez du titre de notre tout premier épisode ? Chien et chat ? Ouais, chien et chat. Pour vous dire que c'est un sujet chez nous important, celui des animaux de compagnie, hein, évidemment. Ça fait quoi ? Ça fait 3 ans donc on fait ce podcast. Et j'ai toujours pas réussi à faire changer ni avoir un chat, ni avoir un chien. Quoi. Échec total. Mais bon, ceux qui ont l'habitude de nous côtoyer un peu plus régulièrement que simplement au travers de nos podcasts savent que c'est un sujet récurrent. Voilà. Sans jardin, de toute façon, c'est un petit peu compromis pour l'instant pour l'animal. Le Labrador, ça c'est pas pour tout de suite. Mais 12 ans c'est beaucoup, puis c'est pas grand chose en même temps, parce que bon, on s'est engagé pour la fille alors. C'est vrai, et ça c'est quand même chouette. Alors du coup, c'est aussi ça, regarder devant, se dire que. C'est passé super vite quand même, ces 12 ans. Je sais pas, j'ai l'impression que. Il y a peut-être le Covid aussi qui n'a pas aidé.
Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a 2 ans qui sont complètement, qui ont été bouffés en eux-mêmes. J'ai même l'impression au boulot. Mais c'est étonnant d'essayer de se projeter dans l'avenir et de se dire, ben voilà, dans 12 ans, où est-ce qu'on sera Enfin, je sais pas. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'ai un certain sourire quand je le dis parce que, d'une part, ça me réjouit de penser que je peux passer les 12 prochaines années à tes côtés. Oh, et puis, cute. C'est si bien cute. Parce que aussi, je sais qu'on va vivre des belles choses et on a une joie de vivre et une envie de vivre des belles choses qui fait que voilà, ça va être chouette. Et puis, bon, 12 ans, ça se fête. Bon, comme d'hab, on va vous livrer un secret. On n'a pas réussi à faire on s'est rendu compte une semaine avant qu'il fallait peut-être qu'on se réserve un resto. Mais je crois qu'on n'a jamais réussi à le faire, ça, en 12 ans. Le resto, le jour J, à une époque, on était mieux organisé, c'est ça que tu veux dire ? On allait peut-être dans des boui-boui peut-être un peu moins prisés, peut-être aussi. Mais en tout cas, on a quand même réussi à passer un super moment. Bon, c'était canicule, mais néanmoins, on a fait un chouette barbecue. On a bu du très bon champagne. On a mangé une côte de bœuf magnifique. Mais alors vraiment, miam, quoi. Ah, et gros miam. Fondant à peau. Elle peut. Voilà, avec des petits légumes du soleil, un petit dessert maison. Enfin, vraiment, très chouette. Très, très chouette. Et on remercie voilà, nos amis qui étaient là. Nos amis qui étaient là. Ouais. Bon, c'était chouette. C'est pas le tout, mais regardons vers l'avenir et passons à la dernière rubrique parce qu'on a déjà explosé un petit peu le timing. Il faut dire que vous n'aurez pas l'ensemble, mais on a passé un certain temps aussi à se crêper le chignon. Pour les gens qui nous connaissent, c'est pas non plus une surprise finalement au bout de 12 ans sur un sujet, sur le sujet belgitude qu'on n'arrivait pas à mettre en place correctement. Bref, on n'arrivait pas à le sortir, c'est ça. On a l'impression de se retrouver en cuisine. Allez, il faut dresser, il faut y aller, il faut le sortir. C'était un accouchement difficile. Max, dans la rubrique Geek, tu nous parles cette semaine de la chaleur et du froid. Bah, exactement. On voulait parler un petit peu réchauffement climatique et en quoi y a-t-il de déjà beaucoup parlé du réchauffement climatique. Bah oui, alors cette semaine... changement climatique. On a tous eu chaud. Hein. Alors, il faut dire quand même qu'en Belgique, dans la nuit de samedi à dimanche, on a perdu à peu près 20 degrés. Voilà, c'était un petit choc. Mais néanmoins, on a quand même eu assez chaud hier et on s'est dit que c'était une bonne occasion pour vous parler de certaines innovations qui permettent de réduire la chaleur, en particulier dans les villes. Bon, alors, ça ne sera pas une grande innovation que de vous dire que la meilleure solution, c'est qu'il y ait beaucoup d'arbres qui apportent de l'ombre et de la fraîcheur. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les municipalités ont un petit peu oublié ces dernières années. Et on espère que ça va revenir, d'avoir un peu plus de verdure et d'arbres pour vraiment apporter cette fraîcheur. Mais il y a une autre innovation dont on voulait vous parler. C'est une innovation colorée. De quoi parle-t-on ? Ben oui, Max, de quoi parle-t-on ? C'est vert, c'est rouge, c'est blanc, c'est bleu. C'est blanc, c'est bleu, tiens. Alors, vous le savez, dès qu'il fait chaud, l'asphalte sur les routes, ça devient une source de chaleur supplémentaire. On a calculé que ça peut monter la température jusqu'à 65 degrés lors des canicules. Alors, vous imaginez, on peut faire cuire un œuf. Voilà. C'est pourquoi certaines villes ont décidé de peindre leurs rues en blanc ou en bleu. New York, Los Angeles, le Qatar, Milan, Sydney... Plusieurs villes ont déjà été séduites par cette stratégie contre la chaleur. Et du coup, est-ce que ça marche en fait ? En fait, oui. Parce qu'à Athènes, le revêtement blanc a aidé à réduire de 4% la température de l'air. 4 degrés. De 4 degrés la température de l'air et jusqu'à 8 degrés à Milan. Donc, c'est quand même pas, tu vois, rien. Et en France, on a même certaines entreprises qui ont commencé à repeindre leurs toits qui étaient noirs. Je vais proposer ça à la manette, tiens. Et grâce à ces actions, 20% d'énergie de moins est consommée en climatisation. Donc c'est une vraie source d'économie. Et en fait, ça évite vraiment de concentrer la chaleur sur ces espaces noirs qui attirent la chaleur. Du coup, c'est joli, blanc ou bleu comme à Doha. Et ça a un effet certain, pas que sur la route, mais aussi sur la température autour. Et finalement, pour un coût assez modeste, bien mieux que d'utiliser la climatisation, par exemple. Tout à fait. Oui, merci Max pour cette rubrique. N'utilisez pas vos climatisations de toute façon. Ouvrez vos fenêtres, sortez les ventilateurs du placard. Ou alors fermez vos fenêtres.
ou fermez vos fenêtres dans Pour la journée. garder la ou- chaleur. Dans les La conseils qui fraîcheur. sont souvent donnés, c'est tout fermer la journée et tout ouvrir le matin et le soir. Et je vous assure, ça marche chez nous. Pourtant, on a une maison qui retient bien la chaleur, mais là, on est vachement bien sous le toit. Il y a un petit courant d'air, on est super bien. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 22e épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts, sur Spotify. Et prenez 2 minutes, s'il vous plaît, pour partager cet épisode. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Portez-vous bien d'ici là. Et on a quand même dépassé les 4000 écoutes. Donc, un grand merci à vous tous. Ah oui, c'est vrai ça. Ah bah oui. On l'avait annoncé la dernière fois. Ça y est, c'est fait. On l'avait annoncé la dernière fois, on est à 4000 et quelques écoutes. Merci beaucoup à tous, ça nous fait très plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Continuez, comme l'a dit Max, à partager. Big up à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Hydratez-vous et à très vite pour de nouvelles tranches. Vitaminé.